Les freins, c'est les process existants, entreprises industrielles, très soucieuses de la sécurité, donc tout est processé à la SNCF et vérifié 3 fois. Donc là, la demande, c'était sortir complètement de la zone de confort. Donc les freins, c'était vraiment la peur. La peur de ne pas le faire, de ne pas être capable de faire dans le temps imparti. Donc je l'ai dit, ce qui a été absolument nécessaire, c'est un manager qui a du courage, la confiance aussi du top management, parce que Bischheim n'était pas un coup d'essai sur les choses un peu difficiles à réaliser. Et il a mis en confiance l'ensemble du personnel. Alors, si je dois détailler chacune des personnes, au départ, je ne sais pas faire. Ce qui a vraiment changé, ce qui était vraiment nouveau, quand on parle de la SNCF, vous êtes rassuré de monter dans un train qui roule à 300 km/h en parfaite sécurité. Et pour ça, il n'y a aucun compromis sur la sécurité. Donc il y a des process et des process et des process. Mais finalement, ce qui a beaucoup plu, c'est le fait de pouvoir lever la main et de dire moi j'ai une idée. Avec mes compétences, on pourrait faire différemment, ça pourrait fonctionner. Et quand la personne a levé la main, il y a eu un effet boule de neige qui s'est fait parce que le manager avait absolument besoin d'ouvrir les chakras pour réussir. Et donc, les peurs ont disparu au fil du temps. Et même, il y a eu une émulation, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres technicentres, un écosystème externe qui est venu. Tout le monde s'est emparé du sujet. La SNCF, vous le savez, elle appartient à tout le monde. Donc, il y a un côté émotionnel qui est très fort. Et donc, le challenge a été, c'est devenu vraiment une envie, avec à nouveau un directeur qui est juste remarquable, Alain, qui fait confiance. Il fait confiance et il a dit, on n'est pas sûr de tout réussir. Par contre, on n'a pas le droit de ne pas essayer. Donc, innover, c'est prendre le risque d'échouer. Pour ce coup-ci, il y a bien sûr qu'il y a eu des micro-échecs, mais au final, avec un tel savoir-faire qui existe à la SNCF, c'est ce qu'il pensait, lui, c'est ce que je pense depuis que j'ai rejoint depuis 1 an, eh bien, il était assez en confiance en pensant que les personnes auraient cette capacité à relever ce défi. Merci pour ce partage. C'est un petit peu lié à la question précédente. Du coup, est-ce que vous avez réussi à partager cette expérience avec l'ensemble des salariés et du coup à essayer d'ancrer ces comportements pour du coup les utiliser sur d'autres projets et que ça devienne quelque chose de plus répandu dans l'entreprise en termes de comportement, plus bottom-up, confiance, etc. Alors, partagé avec l'ensemble des collaborateurs, nous sommes juste 260 000. Donc tout ça est assez nouveau. On vient de finir fin 2017, on est début 2018. Oui, en tout cas, puisque le Wi-Fi, il y a un côté très émotionnel, ça parle à tout le monde. Je l'ai dit à la fin, le Technicentre est devenu un centre d'excellence opérationnelle. Donc il y a beaucoup de visites qui se font là-bas. Nous, bien sûr, à Paris, on essaie d'amplifier un peu les messages. Ce que je fais aujourd'hui, on le fait beaucoup en interne, c'est raconter ces histoires, raconter le changement de posture qui sont absolument essentiels. La bonne nouvelle, c'est que c'est porté par nos 2 présidents, Patrick Jantet côté réseau et Guillaume Pépi côté mobilité, qui sont dans la réinvention du métier du ferroviaire très disrupté par une compétition féroce, très digitale d'ailleurs. Le disent, prenez des risques, osez, sans mettre de compromis sur la sécurité ferroviaire. Pour le reste, allez-y, on a un véritable savoir-faire. Donc oui, on utilise énormément cette expérience. On en a d'autres. Je pourrais vous raconter des histoires toute la journée. J'aimerais bien, on n'a pas forcément le temps. Mais sur d'autres centres d'expertise, l'usine du futur, la préparation des véhicules autonomes, on a pas mal de choses qui se mettent en place. Une dernière question ? Bonjour, moi je suis Isabelle Rouen, je suis recruteuse, je viens d'un GAFA et il y a une chose qui m'interpelle. Vous avez dit que vous avez rejoint la SNCF il n'y a pas très longtemps et je crois qu'avant vous travailliez chez Google. J'ai 2 questions en fait. La première, c'est comment est-ce qu'on passe de Google à la SNCF ? Et la deuxième, c'est est-ce que la façon de gérer les soft skills ou les piloter chez Google est très différente ? Alors comment on y passe ? Effectivement, j'ai mis 9 mois pour rentrer chez Google. 9 mois. Les femmes, vous savez ce que c'est que ce cycle long. 9 mois pour de recrutement, c'est très long. Et donc, effectivement, j'étais bien. Et puis, le parallèle, c'est qu'en termes de soft skills, vous savez, Google met très en avant les 20% de temps laissé libre aux ingénieurs. Bon, alors, ces 20%, c'est très important, ça fait toute la différence. Grâce à ces 20% de temps libre est né Gmail. Plus d'1 milliard d'utilisateurs.
est né Google Earth, plus d'1 milliard d'utilisateurs. Tout ça, ce sont des initiatives personnelles laissées avec la confiance, parce que Google pense dès le recrutement que chacun, bien sûr, a une tâche sur laquelle il est missionné, mais il a aussi des talents et qui va pouvoir les exprimer. Le dernier en date que j'ai adoré en y étant, c'était un ingénieur qui travaillait à l'Institut culturel et qui voulait faire découvrir l'art à beaucoup plus de monde. Et il a créé le fameux cardboard, qui maintenant s'est répandu partout. Vous avez vu le petit casque en carton de réalité virtuelle où on plug son téléphone dessus. Et voilà, aujourd'hui, c'est devenu un succès mondial, décliné dans toutes les entreprises du monde. Donc, en tout cas, chez Google, ça, je l'ai vécu. C'était très intéressant, cette intelligence collective, l'innovation permanente. Je le garde. Et quand on m'a proposé donc, de prendre la direction digitale de la SNCF, bon, au départ, j'ai dit oui. Et puis j'ai regardé sur mon moteur de recherche préféré et j'ai vu en fait toutes les initiatives digitales de la SNCF qui avaient été prises. Moi, très franchouillard, j'ai vécu avec cette entreprise, j'ai grandi avec elle, j'ai vu les territoires se rétrécir et du coup j'ai accepté et vraiment aucun regret. Aucun regret parce que Google, c'est très beau de l'extérieur, de l'intérieur, c'est une culture d'entreprise auquel il faut s'habituer. La SNCF, c'est pas forcément une image aussi glamour que peut l'être celle de Google, de l'extérieur. Par contre, je peux vous assurer que de l'intérieur, des histoires comme ça, avec une humilité de personne qui est vraiment, vraiment appréciable. Donc aujourd'hui, j'ai aucun regret. J'ai la chance de m'occuper de la mobilité des gens. Ça touche, la mobilité, c'est l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la formation, à la culture, au loisir, à tout ce qu'on veut. Sans la mobilité, on ne ferait pas grand-chose. À la SNCF, on prend la direction du digital avec la disruption des acteurs digitaux. C'est juste incroyable et j'en suis vraiment fier. C'est top, merci beaucoup. C'est très Merci sincère, bravo. Merci. Merci beaucoup, David. Merci. J'en profite quand on parle d'humilité, Inès qui passe le micro. Il y a beaucoup dans l'organisation de cette matinée, donc ainsi que Mélodie, que Constance, que Marie, que Pierre-Xavier, que toute l'équipe technique. Voilà, c'est beaucoup de monde, donc merci à toute l'équipe qui a préparé cette matinée, et notamment Isabelle Rouen, qui nous fait donc l'honneur d'animer cette table ronde. Donc, Isabelle, après être notamment passée chez Facebook, tu as lancé le cabinet de recrutement et d'executive search Colibri, qui travaille en particulier dans le domaine de la transformation digitale. Je te laisse l'honneur de présenter nos intervenants. Merci beaucoup. Ça s'appelle effectivement Colibri Talent. Et moi, je suis une passionnée de soft skills. Donc, je remercie l'Axel et Numa Paris de m'avoir proposé d'animer cette table ronde. Et l'angle de cette table ronde qu'on a choisi, c'est comment est-ce que les soft skills peuvent contribuer à la performance de l'entreprise et à la transformation de l'entreprise. Parce que dans un monde qui se transforme et où tout s'accélère, les soft skills, elles deviennent de plus en plus importantes. Et en fait, la vraie valeur ajoutée, elle consiste à donner du sens à d'autres personnes. Je crois qu'on est tous en phase pour se dire que nos hard skills, elles sont boostées par la techno, le digital, l'intelligence artificielle. Et donc, le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser le fameux lâcher-prise dont parlait David, la capacité à travailler en équipe, l'agilité, l'aisance relationnelle, la créativité, pour booster les performances d'une entreprise. Donc, on a réuni 4 personnes très différentes pour parler de ce sujet. Marianne Descamps, qui est DRH chez Link by Net, que j'appelle à me rejoindre. Christine Huet, qui est responsable formation et mobilité chez ING. Diane Rivière, qui a fondé et qui dirige le cabinet Edge Advisor, qui est spécialisé en transformation digitale des enjeux humains. Et enfin, Camille Broussin, qui est directeur pédagogique chez Ethique. Vous avez tous beaucoup de talent, donc déjà, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, d'être présent ce matin. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser en 3 minutes, si vous pouvez peut-être juste vous présenter et expliquer, en fait, c'est quoi pour vous une soft skill? Allez-y, Marianne. Bonjour à tous, donc je suis Marianne Descamps, DRH de Link by Net, qui est une société de services IT et de cloud. Donc une société de geeks, globalement, et qui met évidemment le focus sur les hard skills. Et d'ailleurs, ce n'était pas connu, soft skills, ce n'était pas un mot courant là-bas. Et en fait, aujourd'hui,
Au début, il me disait, en gros, c'est du pipeau, hein, tes histoires de soft skills, et qu'on n'estime pas les compétences comme ça. Et aujourd'hui, on voit qu'au final, c'est ça qui va faire la transformation de la société et qui va créer de la valeur ajoutée, qui va créer le tournant qu'on doit prendre vers une société de service et non plus une société de techno. Bonjour à tous, donc je suis ravie vraiment d'être avec vous ce matin pour vous parler d'ING et de l'importance des soft skills pour ING. Donc pour ma part, je suis responsable formation et carrière. J'ai rejoint ING il y a 8 ans maintenant, au départ sur le champ recrutement interne-externe, puis sur la mobilité interne carrière pendant plus de 3 ans, et depuis peu sur l'angle formation en ayant conservé le volet carrière. Alors pour moi, en fait, on ne peut pas dire une soft skill, ça veut dire des soft skills. C'est la capacité qu'on a à mobiliser en fait nos qualités humaines et nos différentes formes d'intelligence dans un contexte professionnel. Et quand j'ai réfléchi, quand j'ai regardé un petit peu ce qui existe en termes de soft skills de manière globale, il y a peu de référentiels en réalité, puisqu'il y a tellement d'éléments à l'intérieur. J'ai l'impression, en tout cas pour ma part, que ça regroupe principalement les aspects inter- et intrapersonnels. Toute la partie intrapersonnelle est liée à son propre fonctionnement et à la manière dont on réagit avec soi-même, et interpersonnelle dans les interactions que nous pouvons avoir avec les autres. Voilà, en introduction, ce que je peux dire. Voilà, on va y revenir après, je pense. Merci Christine. Et ce que vous venez de dire fait immédiatement le lien avec ce que j'avais envie de partager avec vous lors du dernier forum de Davos, où un focus sur le future of work a été fait assez fortement. Jack Ma s'est exprimé. Donc Jack Ma, c'est le fondateur d'Alibaba. Alibaba, c'est le Amazon chinois, donc c'est pas exactement l'univers de l'émotion et de la relation, hein, c'est quand même un univers assez data-driven. Et Jack Ma s'est exprimé en disant, demain, le leader, pour réussir, devra équilibrer ces 3 formes d'intelligence. Bien sûr, la capacité de raisonnement, le QI, mais aussi l'intelligence émotionnelle et l'intelligence relationnelle. C'est exactement ce que vous disiez sur... Donc, l'émotionnel, c'est soi, et le relationnel, c'est avec les autres. Voilà, donc quand on parle soft skills, c'est justement l'aptitude dans un monde où la connaissance va devenir une commodité. Ça va être l'aptitude à être capable de combiner en même temps une capacité analytique, mais qui sera demain suppléée par des intelligences artificielles, on le sait. Mais ce que garde l'humain, c'est que cette capacité analytique, elle est couplée à une intelligence créative, relationnelle, émotionnelle. Voilà. Alors, je vais me présenter, je suis Diane Rivière. Avant de fonder Edge Advisor, où effectivement je me consacre à accompagner des entreprises à passer le cap de la transformation numérique, à s'emparer des technologies, non pas comme un problème technique, mais comme un vrai défi culturel. Auparavant, j'ai été moi-même DRH opérationnelle dans des grands groupes traditionnels, Schneider Electric par exemple, et je suis aussi passée par les GAFA comme Isabelle. J'ai le plaisir d'être pendant 4 ans la DRH France d'Amazon, et j'ai eu ce que je dis en fait, moi je dis j'ai changé l'eau du bocal, donc je suis allée visiter d'autres univers, et du coup j'ai eu la chance d'observer en quoi une entreprise native du numérique est vraiment particulière dans sa culture et dans sa façon de travailler. Et aujourd'hui, j'interviens sur les domaines de l'agilité des organisations, de l'expérience collaborateur en miroir de l'expérience client, donc c'est du design thinking, et j'interviens également sur un 3e thème qui est au cœur de ce dont on va parler ce matin, qui est la gestion prédictive des compétences, de l'emploi des compétences. Donc on connaît la GPEC, on parlait de prévisionnel, moi maintenant je parle de prédictif parce que j'ai la chance de travailler avec un partenaire qui a développé, qui s'appelle WHOZ, W-H-O-Z, et qui a développé une intelligence artificielle qui permet d'anticiper les mutations des compétences et des métiers, d'identifier d'où vont venir les obsolescences, d'identifier quelles sont les compétences émergentes pour finalement passer sur une gestion des emplois et des compétences beaucoup plus dynamique et ancrée dans le marché. Et voilà, on en parlera plus tard.
Bien, bonjour à tous, je suis Camille Broussin, directeur pédagogique à ETHIC, qui est une école qui forme au métier du digital et des nouvelles technologies en 5 ans. Et évidemment, les soft skills pour nous c'est très important puisqu'on est un peu le premier maillon de la chaîne au niveau de l'insertion en entreprise. Et donc d'une certaine manière, on a beaucoup d'enjeux à donner à nos étudiants, des compétences qui sont plutôt orientées sur les soft skills. Donc moi j'ai un historique de 4 ans dans l'hôtellerie, donc plutôt proche des métiers du service. Où en fait là j'ai aussi pu rencontrer beaucoup de gens et beaucoup de profils qui devaient avoir ces compétences-là, ou en tout cas plus des compétences personnelles et relationnelles. Et on se rend compte vraiment que l'apport de ces compétences-là aujourd'hui n'est plus un axe différenciant. C'est vraiment un fondamental de la capacité du professionnel à s'intégrer en entreprise. Donc on va parler durant cette table ronde de pas mal des enjeux, moi des enjeux plutôt de la formation. Et de la manière dont on peut développer ces compétences et faire en sorte qu'aujourd'hui, elles soient présentes dans tous les professionnels que vous avez en entreprise. Ben merci. L'idée, en fait, pour démarrer le débat, c'est de se mettre peut-être du point de vue du collaborateur et de se demander, en fait, pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur ces soft skills, notamment si on veut développer son employabilité. Et je vais commencer peut-être par Christine, parce que ING a fait un travail formidable dans le domaine. Merci. Alors, sur l'importance déjà de les identifier, parce que c'est déjà pas forcément très simple. Il est vrai que si vous réfléchissez à ce que vous mettez comme compétence sur votre profil LinkedIn, vous allez naturellement pas forcément mettre des soft skills. Et ça, c'est déjà peut-être un premier tournant en fait à imaginer. Je me suis moi-même posé la question en me disant, mais il est vrai que peu de gens en réalité mettent leurs soft skills, alors que c'est super important aujourd'hui. Alors, pourquoi sur l'angle carrière c'est important? Parce que pour moi, en fait, les soft skills vont permettre de pivoter. C'est-à-dire vraiment d'être dans une capacité à pouvoir se dire, ok, les soft skills que j'ai aujourd'hui acquises dans le cadre professionnel, parce qu'on parle bien d'un cadre professionnel, hein, voilà, c'est les qualités humaines que l'on mobilise dans un contexte professionnel ou semi-professionnel ou même associatif. Déjà, prendre du recul sur tout ce qu'on a eu à mobiliser dans le cadre de ces expériences, à savoir dans quel contexte j'ai eu à prendre des initiatives, dans quel contexte j'ai eu à me mobiliser dans des situations complexes ou floues, dans quel contexte j'ai eu à aller chercher les gens pour les emmener avec moi sur un projet, qu'est-ce qui m'a permis de pouvoir relever les challenges, est-ce que lorsque j'étais sur un sujet ou un projet, j'ai bien fait en sorte d'aller emmener les gens avec moi. Tout à l'heure, David en parlait effectivement, tous ces éléments-là dont il a parlé, le travail collaboratif, l'entraide, la capacité à savoir ce sur quoi on peut aller s'appuyer pour aller justement aider les autres. Cette prise de recul n'est pas naturelle. Je pense qu'on a souvent l'occasion de le faire lorsqu'on est dans des situations un petit peu de pause, à savoir au moment où on a envie de changer, par exemple, on est en réflexion sur son projet professionnel, ou alors lorsqu'on souhaite, on a un projet de création d'entreprise, ou lorsqu'à un moment donné, on quitte son entreprise et qu'on se pose ces fameuses questions du « qu'est-ce que je veux faire demain ?» Les premières choses les premiers éléments qu'on va regarder sont souvent les compétences techniques, alors qu'en réalité, ce qui va vous permettre de pouvoir pivoter sur éventuellement autre chose, ça va être vos soft skills. Et du coup, comment vous avez fait chez ING? Parce que quand on a préparé cette conférence, vous m'avez parlé d'un truc génial qui s'appelle l'Orange Code. Et c'est vrai que moi, j'avais très envie de savoir comment vous avez accéléré ça dans l'organisation pour les collaborateurs. Alors effectivement, donc si on l'Orange Code, en fait, si on replace le groupe ING. Donc ING en France, on a 600 collaborateurs. Donc le groupe ING qui est dans un contexte de transformation du monde de la finance et de la banque et qui définit donc déjà le why, pourquoi on est là. Donc nous, on veut déjà donner une longueur d'avance à nos clients dans leur vie et dans leur business. Ça, c'est notre why. Et ensuite, sur le how, on sait le groupe, puisque ça vient du groupe, hein, c'est vraiment un point commun pour l'ensemble des collaborateurs d'ING. C'est poser la question des comportements qui pouvaient justement accompagner cette transformation et pouvoir aller vers ce why autour de 3 grandes dimensions, effectivement, qui ont été définies, qui ont été appelées l'Orange Code. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, dans ces 3 dimensions, la première, c'est vous relever les défis et vous les réaliser.
Donc derrière ça, c'est la responsabilité. Ça signifie, je vais y revenir. Vous relevez les défis et vous les réalisez, donc on est vraiment sur l'axe responsabilité. Le deuxième axe, c'est vous aider les autres à réussir. Donc là, on est vraiment sur de la collaboration, mais vraiment dans le sens concret du terme. Et la troisième dimension, c'est vous avez toujours une longueur d'avance. Et là, ça tourne autour des notions d'agilité notamment. Alors, ce qui est assez fort, c'est de se dire que on n'est pas là pour travailler ensemble. C'est qu'on travaille ensemble dans un objectif de réussite collectif, dans un but qu'on connaît tous et pour lequel on est en fait, il est apprécié, il est même demandé d'aller demander de l'aide. C'est quand même incroyable finalement de se dire que dans certaines entreprises, c'est peut-être moins le cas. Chez ING, finalement, c'est la norme. Si on ne le fait pas, c'est justement là qu'il y aurait un problème. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on parle d'organisation agile. Dans une organisation agile, on a besoin les uns des autres pour réussir. Si quelqu'un ne se met pas dans cette fameuse posture d'aider les autres à réussir et d'essayer d'aller l'aider à relever éventuellement les embûches qu'il pourrait rencontrer, eh bien, en fait, c'est toute l'équipe qui n'y arrive pas en fait, à l'objectif. Donc ça, c'est super powerful. J'adore cette expression powerful parce que je suis très fan moi, de l'Orange Code. Ce qui est très powerful aussi, c'est de se dire qu'on a la capacité à remettre en question la complexité ou finalement les conventions, mais uniquement quand on veut faire partie de la solution. Et ça, je l'ai entendu aussi tout à l'heure de la part de David sur ce sujet. C'est bien évidemment qu'on rencontre des situations qui sont complexes, mais bien évidemment qu'on peut émettre ce qu'on pourrait appeler des critiques. Mais si on en émet ou si on en reçoit, il faut les prendre avec constructivité dans un but en fait finalement de ne pas rester sur des erreurs ou des embûches qu'on pourrait rencontrer, mais vraiment d'en tirer profit pour pouvoir finalement avancer encore plus loin ensemble. Ça doit toujours être à bon escient en fait du coup. Exactement. Et comment vous faites, vous Camille, avec vos étudiants? Comment vous passez ce type de message-là? Alors, nous, c'est un petit peu spécifique, puisque, effectivement, comme je le disais, on est le premier maillon de la chaîne. Donc, d'une certaine manière, on récupère des profils qui sortent de lycée, qui ont le contexte d'éducation qu'ils ont connu jusqu'au lycée, qui est très porté sur la connaissance, et on doit, en 5 ans, en fonction des formations, leur apporter des connaissances pour qu'ils puissent s'insérer dans le cadre professionnel. Et donc, il y a un vrai enjeu de notre côté à leur apporter des compétences qui ne sont pas que ces compétences techniques, qui n'ont certes de la valeur sur le marché, mais qui ne sont pas les spécificités spécifiques des besoins d'entreprise. Et donc du coup, on a 3 points vraiment importants pour nous sur l'aspect des soft skills, qui sont la première chose, au niveau du recrutement, il faut pouvoir les identifier. Il faut pouvoir être certain que la personne qui va rentrer dans l'école va être apte de développer des compétences techniques certes, mais surtout des compétences plutôt relationnelles et de contexte avec les autres. On a une grosse responsabilité sur l'aspect des formations, et on y reviendra un petit peu dessus ensuite, mais on met tout en place tout un tas de formats pédagogiques et d'éléments pour leur apporter dans des contextes spécifiques ces compétences-là. On a l'enjeu de l'évaluation, et c'est très complexe. Comment on peut évaluer des étudiants ou futurs professionnels avec des enjeux qui ne sont pas techniques, c'est-à-dire quels sont les critères, quelles sont les grilles que l'on met en place. Et donc effectivement, il y a des réponses différentes en fonction des entreprises. Et en fait, le dernier point, qui est l'insertion, c'est-à-dire la capacité de l'étudiant à savoir quels sont ses propres soft skills et de savoir les adapter au contexte d'entreprise. Et c'est peut-être là l'enjeu, parce que effectivement, les besoins des entreprises sont complètement différents. Et en fonction de son profil, il va devoir s'adapter à plus ou moins les contextes d'entreprise. Donc aujourd'hui, on a cette responsabilité, je pense, de comprendre le besoin des entreprises et de pouvoir leur apporter les profils et en tout cas les personnalités qui sont susceptibles de les intéresser. Merci. Du coup, ça fait la transition avec mon deuxième angle, qui est, après avoir vu le collaborateur, comment ça se passe du côté de l'entreprise, et notamment comment est-ce que les entreprises peuvent accélérer sur les soft skills. Est-ce qu'il y a un rôle particulier du manager, Marianne? Mais certainement, Isabelle. Ça c'est vu. Ouf. Donc effectivement, je peux vous témoigner ce qui s'est passé chez Link by Net pour les managers, puisque on s'est dit que dans cette transformation sur la mise en valeur et le développement des soft skills, ces managers avaient un rôle particulier. Donc on a souhaité commencer par eux et en identifiant le rôle du manager et notamment les comportements qu'il allait développer dans son rôle, les comportements observables.
Et en fait, dans la démarche qu'on a eue, on a essayé d'appliquer aussi une méthode plutôt de co-construction et appuyée sur l'intelligence collective. Donc l'idée, c'était aussi de mettre en œuvre une méthode qui soit cohérente par rapport à la valorisation des soft skills qu'on voulait faire dans l'entreprise. Link by Net, on est 790 managers dans le monde. Voilà, juste pour vous, à peu près sur 10 établissements différents. Et donc la première chose qu'on a faite, c'est déterminer le rôle du manager, quelles sont donc ses missions, et on a choisi de le faire de manière collaborative. Donc on a interrogé les 90 managers du groupe par petits groupes de travail. Ensuite, un délégué par groupe qui a fait un autre groupe de travail qui représentait donc la totalité du groupe, et c'est comme ça qu'on a onboardé en fait tous les managers du groupe pour définir ce que serait le manager. Et là, finalement, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils décrivaient un rôle plutôt par des comportements, par du relationnel, de la mise en valeur du collectif, par de la délégation, etc. Une sorte de coach, en fait. Alors, la posture du manager, effectivement, devenait ambitieuse par rapport à l'existant. Et d'ailleurs, les managers nous ont dit, mais nous, on veut un truc ambitieux, un peu enthousiasmant. Donc, c'était beaucoup pour... je fais le geste parce que le manager, il est un peu comme ça, enfin, distribuer les tâches, les rôles, l'organisation, le planning. Et puis, en fait, on a voulu le mettre plutôt comme ça, le manager, c'est-à-dire en soutien, avec une forme de générosité. Et donc, tout ça, c'est un petit peu nouveau. Et donc, ensuite, effectivement, on a développé des formations pour mieux faire comprendre et transmettre le nouveau rôle du manager. La dernière formation en date, c'était sur... donner une vision à son équipe. Enfin, j'ai déjà une vision de mon propre rôle, je transmets cette vision à mon équipe pour les faire grandir. Donc on est vraiment dans cette posture coach et on demande aux managers d'être aussi dans ce test and learn, c'est-à-dire je fais des choses, j'essaye, je retire du feedback aussi de mes équipes, et c'est comme ça qu'on a mis en place le feedback 360 pour les managers, qu'on a étendu cette année à l'ensemble des collaborateurs du groupe. Mais on a commencé par les managers en les mettant un peu sur le devant de la scène et en proposant à qui le souhaitait dans le groupe de donner un feedback à quelconque manager. Alors, c'est plus intelligent de donner un feedback à quelqu'un avec qui on a un lien quelconque, mais en tout cas, on a permis à tout le monde de donner son avis avec des critères qui sont des critères comportementaux, qui étaient issus de la description du rôle du manager, et puis avec 2 verbatim, l'un qui était ton côté waouh c'est, et le second, en toute bienveillance, voilà les conseils que je pourrais te donner pour aller plus loin. Du coup, ça devient très concret. Ça devient extrêmement concret, utilisable derrière, puisque on a envie de creuser un sillon derrière. Et donc l'idée, c'est d'aider chacun à progresser de manière concrète et sur des soft skills qui sont mises en œuvre dans l'entreprise. Formidable. Et du coup, comment est-ce qu'on peut créer un référentiel sur les soft skills ? Moi, je suis interpellée par ce qu'a dit Diane sur cette histoire de gestion prédictive des compétences et notamment des soft skills, parce que c'est pas si simple que ça à normer, en fait. Alors, est-ce que j'ai un petit peu de temps pour expliquer comment ça marche tout ça ? 3 minutes. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui la possibilité de suivre un master en empathie ou un diplôme, un super MBA en curiosité. Hein. Je ne crois pas que ça existe. Enfin, dites-moi parce que ça m'intéresserait de savoir. Mais on te reconnaît bien là. C'est-à-dire que la difficulté, effectivement, c'est qu'on a du mal à avoir des repères qui sont communs et qui font légion, qui font référence. Et quand on regarde, alors, la manière dont je vais faire quand même expliquer d'abord, avant de revenir aux soft skills, si vous me permettez, je vais expliquer déjà comment, sur des hard skills, donc un truc à peu près normé, hein, on arrive aujourd'hui à s'affranchir des référentiels. Parce qu'en fait, c'est là la clé. Jusqu'à présent, pour gérer les compétences, on a d'abord besoin de savoir de quoi on parle, donc on définit des métiers. Pour exprimer ces métiers, pour les réaliser, il faut maîtriser un certain nombre de compétences qu'on définit, qu'on décrit. On définit également les niveaux de maîtrise et d'excellence dans la compétence. On évalue tout ça, on met tout ça dans un super tableau Excel et ça fait à peu près votre GPEC.
grosso modo, quand ça marche bien, c'est à peu près comme ça. Alors c'est très lourd parce que effectivement, le tableau Excel, il faut le mettre à jour, les métiers ils changent et guess what, ils vont changer beaucoup plus vite et de façon extrêmement accélérée. Alors pas tous les métiers à la même vitesse, toutes les industries ne sont pas exactement au même rythme, mais quand même, cette tendance, elle est majeure. Et donc, pour permettre de gérer justement ces évolutions de métiers, ces mix de compétences qui s'enrichissent, qui se déplacent avec de nouvelles, des compétences émergentes et d'autres sur lesquelles, en fait, si on reste super expert de quelque chose qui devient obsolète, on a un vrai sujet d'employabilité. Pour pouvoir piloter tout ça, l'intelligence artificielle, finalement, va permettre de s'affranchir du référentiel. S'il y a un truc à retenir, c'est ça. C'est que le fonctionnement, donc c'est quoi? C'est des réseaux de neurones. Alors, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais en 2 mots, avant, dans l'informatique d'avant, on programmait un ordinateur. On lui disait, voilà, il faut que tu sois capable de reconnaître un chef de produit marketing, il a telle compétence, etc. Par exemple, voilà, ou chez, comme on dit chez Google, c'est les photos de chat, c'est ça que tu nous as fait, Isabelle, il n'y a pas longtemps. Voilà, bon, le classique pour expliquer comment marche l'intelligence artificielle, c'est de se dire, voilà, pendant des années, les informaticiens ont essayé de décrire un chat pour qu'on soit capable de reconnaître un chat. Avec le pelage, les petites oreilles, les 4 pattes, les moustaches, tout ça. Bon. Et ça n'a pas marché. Et du coup, la manière maintenant de le faire avec des réseaux de neurones, c'est de donner des millions de photos de chats. Et on ne sait pas dire comment ça marche. Hein. Ça, c'est quand même, faut l'assumer. Aujourd'hui, on ne sait pas dire comment ça marche, mais on sait que ça marche. Donc, en donnant un très gros volume de données d'un élément, l'intelligence artificielle est capable, finalement, de détecter, la prochaine fois qu'elle verra un élément de cette nature, de façon assez certaine, de quoi il s'agit. Et donc, pourquoi c'est utile et comment ça marche pour nos sujets de compétences? C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de construire un référentiel métier et compétences. On donne des milliers de CV, des milliers d'offres d'emploi, et c'est ce que je fais avec l'équipe de Wooz. On a aujourd'hui, on crawl le web avec 80 000 nouveaux CV, offres d'emploi par semaine. Donc il y a des millions de CV dans la base de tous les métiers et on est capable de produire nativement le référentiel de votre entreprise, de le comparer à votre secteur et donc d'en détecter justement comment vous vous comportez comme acteur de ce secteur d'activité du point de vue de l'attractivité et de l'évolution de vos métiers. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, ça s'applique tout autant aux soft skills, avec la difficulté qu'aujourd'hui, vous regarderez dans les offres d'emploi, la manière de décrire les soft skills, en fait, n'est pas très différenciante. C'est-à-dire que souvent, on va retrouver les mêmes choses, on va retrouver les mêmes super qualités adaptables, ouverts, sens de l'écoute, communication, etc. Et donc, pour pouvoir, corriger ce biais-là, en fait, il y a finalement une bonne pratique, mais je vous expliquerai comment l'outiller, ça pour après. C'est effectivement, il n'y a pas de magie, hein, c'est le feedback. Donc, on va, et c'est tout ce que vous avez décrit et que vous faites déjà dans la vraie vie, alors sans les outils, mais le fond est là, c'est-à-dire introduire une culture de feedback qui ne soit pas seulement le jugement d'un manager top-down par rapport à un référentiel, mais qui soit le vécu expérientiel entre pairs sur, effectivement, des capacités qui sont transverses et qui vont permettre d'exprimer l'employabilité parce que on s'abstrait de toute la dimension hard skills et on parle d'une personne dans ses capacités à s'exprimer, quel que soit le métier, par ses qualités humaines. Merci beaucoup. Dernier point, moi je voulais essayer de voir jusqu'où on peut aller avec les soft skills et notamment est-ce qu'on peut former aux soft skills. Il n'y a pas de master en empathie, même si Vincent va le créer à l'EFAP l'année prochaine. Et comment on fait pour former à ça? Et du coup, je t'adresse la question Camille, puisque c'est toi qui formes les étudiants et les talents de demain. Comment vous faites chez Ethic? Alors, il y a donc sur les constats que je disais tout à l'heure, effectivement, les compétences techniques,
Aujourd'hui, on peut les apprendre un peu n'importe où, un peu n'importe comment. Il y a une manière de les apprendre, et ça, je dirais que c'est notre cœur de métier. On l'a fait très bien dans le passé. Avec ce changement de paradigme de l'éducation basée sur la connaissance à maintenant l'éducation basée sur le développement de compétences personnelles et relationnelles, évidemment, on doit adapter la pédagogie, on doit adapter les formats dans la manière dont on apprend aux étudiants. Et donc, ça peut se traduire par plusieurs choses. Un des enjeux principaux, c'est de faire en sorte que les étudiants soient mis dans des contextes qui ressemblent au contexte d'entreprise. Et donc forcément, ils vont pouvoir développer des compétences qui sont celles-ci. Par exemple, on travaille en équipe de travail. Une équipe de travail peut changer, une équipe de travail peut évoluer. Et donc, on essaye de les déstabiliser au quotidien dans des équipes de travail qui changent de manière aléatoire. Parce que l'entreprise, ça déstabilise au quotidien, c'est ça que vous voulez dire ? Exactement. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir être adaptable et pouvoir avoir une certaine réponse à la flexibilité. Être capable de travailler avec des personnes avec qui on n'a pas forcément envie de travailler, et pas que. Et également être une sorte de fédérateur dans ces équipes, et donc on leur donne tout un tas de contextes. Donc les équipes projets, on a également tout un tas de systèmes où en fait dès le premier jour, dès qu'ils rentrent à l'école, donc ils sortent de lycée, ils ont des connaissances très, très spécifiques, ils arrivent dans un cadre qu'ils ne connaissent pas, l'éducation supérieure, et on leur dit dès le premier jour, vous allez passer à l'oral devant 130 personnes et vous allez vous présenter. Ils vont répondre à 9 questions, des questions qui sont à la fois qui ils sont, ce qu'ils ont fait avant, mais également des questions très ouvertes sur quel personnage historique ils ont en tête, s'ils pouvaient remonter dans le temps, qu'est-ce qu'ils feraient, quels sont leurs super pouvoirs, ou ce genre de choses. Et finalement, ils prennent tout de suite le goût à ça les met en danger. On a des crises de panique, on a tout un tas de choses, mais finalement, ça leur donne tout un tas de compétences relationnels, et ça leur permet de comprendre un petit peu qui ils sont. Et ensuite, dans tous les formats pédagogiques, on va leur apporter ces compétences-là. Vous les sortez de la zone de confort, en fait. Exactement, on les sort de la zone de confort, et surtout, et c'est vraiment ça l'enjeu, c'est qu'on essaye de les sortir de la zone de confort pour que cela réponde aux besoins des entreprises. Donc on essaie d'être assez proche des entreprises pour comprendre un petit peu les enjeux justement de la réponse, enfin d'un bon professionnel. Et donc, d'une certaine manière, on est en phase avec ça. On essaye d'avoir l'entièreté des compétences relationnelles qui soient exactement transcrites dans tous nos penchants. Et donc, par exemple, quand ils font des soutenances aussi, on va les juger pas seulement sur les compétences techniques, on va les juger également sur la manière dont ils sont perçus auprès du public par des gens qui ne les connaissent pas. Et donc, c'est assez intéressant. C'est vraiment intéressant. Et en entreprise, comment ça se passe chez Link by Net, par exemple ? Oui, alors moi je réagis, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la vision de l'entreprise, puisque nous, un de nos enjeux, et ça commence d'ailleurs dès le recrutement, c'est de mettre justement un maximum de sécurité pour chaque salarié. C'est-à-dire de mettre un environnement qui soit à la fois nourrissant, sécurisant, pour qu'il exprime un maximum ses compétences. Donc après, il y a suffisamment de bascule avant, parce que c'est des situations inconnues, parce qu'on va lui en demander plus, etc. Et c'est peut-être cette zone d'inconfort en fait, je pense qu'on est dont tu d'accord, parlais. Exactement, je pense qu'on est complètement d'accord. C'est en fait ce système de sécurité, c'est ce qu'ils vont connaître ensuite. Et pour qu'ils puissent être capables d'être dans cette zone de confort ensuite, que les différentes personnes essayent de donner, on essaye de les déstabiliser au maximum. Et quand je dis les déstabiliser, c'est leur donner aussi la capacité à les comprendre et à les améliorer. Donc d'une certaine manière, le fait qu'ils aient pu voir ça avant et qu'ils aient pu développer ces compétences-là leur donne un bagage encore plus important lorsqu'ils arrivent en entreprise. Et le retour des entreprises sur ça, c'est qu'effectivement, on a des futurs professionnels qui ont une capacité d'adaptation et une volonté de faire bouger les choses en entreprise qui sont très importantes. Donc je pense qu'on est plutôt d'accord, c'est peut-être la démarche qui est un petit peu différente. Effectivement, juste pour finir, c'est vrai que nous, notre enjeu, ce qu'on constate, c'est que plus on sécurise une personne, plus il va pouvoir exprimer, c'est pareil en recrutement, en entretien de recrutement, plus on sécurise la personne, plus il se lâche, et c'est là d'ailleurs où il sort des énormités parfois. Mais j'ai envie de dire, en entreprise, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire de donner un maximum de cadres, donner une ambition, de donner tous les éléments, toutes les informations, la documentation qui permettent d'eux, et ensuite, en fonction de chaque personne, l'autonomie qui permettra à la personne justement de sortir du cadre et de nous étonner. Parce que ça, ce qu'on attend quand même, c'est d'être bluffé par les personnes qui font partie des équipes. Et c'est là où peut-être on va attendre se sortir du cadre, d'aller plus loin, de se dépasser. Et c'est pour ça que moi je dis pour les soft skills, c'est sky is the limit, parce que on ne peut pas donner de limite aux personnes. Moi, je suis souvent étonnée par
jusqu'où ils vont, parce que justement ils sont sans doute assez sécurisés pour être encore plus créatifs et sortir du cadre. On essaie aussi de travailler, alors ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, sur le droit à l'erreur, et de se dire finalement, puisque je t'ai dit vers où on voulait aller, etc., toi tu me dis comment tu veux y aller, tu as fait les choix A, B, C, tu as choisi B, je t'ai challengé, tu choisis B, ben moi je te soutiens dans B. Et si B se casse la figure, je te soutiens jusqu'au bout. Et ensuite, la question, c'est pas tellement de dire, bah, t'as vu, B, c'était pas terrible, c'est de te dire maintenant, qu'est-ce que t'en fais ? Et c'est quoi le plan d'action derrière ? Et donc voilà, nous on travaille beaucoup là-dessus. Alors évidemment, moi on fait d'erreurs, puis on est content. Mais globalement, effectivement, on va plutôt travailler sur un environnement sécurisant pour permettre à la personne de se dépasser. Alors après, une des 4 valeurs de notre société, c'est le dépassement de soi. Donc ça s'explique aussi sans doute, mais on est plutôt dans cette optique. Ce qui rejoint aussi les valeurs dont on parlait sur DNG tout à l'heure, sur le fait de vouloir aller plus loin. Moi, j'ai une dernière question, alors, qui est une question de recruteuse. Vous avez un peu commencé à y répondre, Marianne, sur comment on fait pour les identifier en recrutement, ces soft skills, parce qu'effectivement, il y a des poncifs qu'on met tous dans les job desks, et moi, la première, on veut tous un candidat agile, sympa, qui sait bosser en équipe. On va pas recruter des gens qui soient totalement exclus de ces qualités et de ces soft skills-là. Mais du coup, comment on fait pour les identifier après, très concrètement, dans un entretien d'embauche ? Alors, une des technologies qu'on est en train de regarder en ce moment avec l'équipe, c'est des CV vidéo de 2 minutes, donc le format le plus simple possible pour le candidat. En définitive, on est soucieux que cette expérience soit facile pour le candidat, qu'il n'ait pas à passer des tests longs de 50 000 questions où on vous demande de choisir parmi 2 adjectifs lequel vous ressemble le plus entre sociable et sympathique. Au bout de... Il va falloir que j'arrête de faire ça alors, voilà, moi. Le Big Five ou le MBTI. Grâce effectivement à la combinaison de différentes technologies, d'objets connectés, de neurosciences, on est capable en fait, avec ce CV vidéo, de capter les comportements. Donc CV vidéo, c'est présentez-vous et pour parler de votre projet professionnel, etc. Et en fait, en fonction des réactions du candidat physique, comment sur son visage, en fait, il exprime par des micro-signes ses réactions, ses émotions, finalement ses préférences aussi. Donc on est capable de produire un diagnostic qui est celui des Big Five. Donc on a un profil en fait psychométrique du candidat qui va permettre plusieurs choses. Qui va permettre en fait, d'une part, de valider qu'il s'oriente vers un poste où dans les niveaux de stress qui seront inhérents à ce poste, parce que c'est toujours ça qu'on essaie d'évaluer, c'est comment le candidat va réussir finalement à donner le meilleur de lui-même, y compris dans des moments difficiles. Parce qu'on aura aussi qualifié sur le plan justement du profil psychométrique ce qui est attendu dans le poste, on sera capable de voir le bon matching. On sera aussi capable de voir le bon matching avec l'équipe et de voir par rapport à des profils qui s'épanouissent dans l'entreprise pour laquelle on recrute, de voir finalement comment ça fit. Et puis, on sera aussi demain, alors ça c'est plus en R&D pour l'instant, le reste, c'est pas de l'anticipation, c'est aujourd'hui. Donc, si vous voulez le faire, vous m'appelez, on le fait. On sera capable de voir comment le candidat fit dans une culture d'entreprise. Donc, il y a vraiment les 3 niveaux. Il y a le job, l'équipe ou le manager et la culture d'entreprise. Voilà. Alors, chez ING, en fait, la manière dont on opère son rôle et ses missions compte tout autant que notre rôle. Et donc ça rejoint cette notion d'orange code dont on a parlé tout à l'heure. Donc bien évidemment, dans un contexte de recrutement, on va essayer d'aller comprendre dans des situations, en fait, dans le questionnement, notamment dans le cas des entretiens, comment la personne, en fait, travaille. Donc quand elle explique, en fait, ses missions, ce sur quoi elle a travaillé, bien évidemment que les aspects... les compétences techniques cruciales pour le rôle sont observées et analysées par le manager, mais la posture, le comportement en fait, que le candidat, futur collaborateur, exprime au travers les mots qu'il choisit, au travers la manière dont il va
être en non-verbal, puisqu'effectivement, dans les soft skills, on a tout ce qui est visible et tout ce qui n'est pas visible. Et ce qui est visible passe beaucoup par le non-verbal, ça, on le sait en grande majorité. Ça passe aussi dans l'analyse de toutes les interactions qu'on peut avoir avec un candidat. Alors, ce qui est très complexe, c'est que je pense, pour les candidats, justement, c'est d'avoir, et pour nous en tant qu'entreprise, c'est un petit peu dans les deux sens, des candidats qui vont en fait qui s'engagent dans un contexte de candidature en étant un peu conscients justement de la culture vers laquelle ils souhaitent aller. Bien évidemment, cette réflexion doit être faite en amont, puisque notre objectif justement c'est qu'ils puissent s'épanouir dans notre culture d'entreprise. S'ils sont des personnes qui aiment contrôler leur périmètre et qui ne supportent pas d'aider les autres ou de partager, on aura un problème. Ça va être compliqué, la chefferie, c'est sûr. Donc là, j'ai envie de vous dire, je pense que déjà, il faut être clair avec soi autour de ces leviers de motivation, de ce qui nous plaît dans notre travail. Et ensuite, il faut essayer d'aller décrypter, analyser les cultures d'entreprise dans les informations qu'on peut y trouver. Bon, il y a énormément d'informations maintenant sur Internet, etc. Par le biais des témoignages d'anciens collaborateurs ou autres, ou des contacts qu'on peut être amené à avoir. Pour pouvoir, nous, en fait, du côté de... Parce que on sait très bien que le choix ne se fait pas que d'un côté. Et on le sait, en fait, la culture, l'adhésion à la culture telle que je l'ai expliqué tout à l'heure est clé chez nous et compte tout autant que tout le reste. Et j'aimerais revenir sur la notion de zone de confort et zone d'inconfort. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les salariés sont dans des zones de confort, clairement. Il n'y a aucune industrie qui pourrait dire ça. Ce n'est pas possible. On le sait, on l'a dit tout à l'heure en introduction. Donc ça veut dire pour moi qu'aujourd'hui, en termes d'employabilité, on en parlait, les soft skills jouent un rôle clé, bien évidemment, pour aujourd'hui, pour demain. Et finalement, savoir sortir de sa zone de confort, ça devient aujourd'hui, justement, pour moi, une des clés pour pouvoir évoluer dans ce monde qui se transforme tous les jours. Et j'aime beaucoup cette notion d'agilité d'apprentissage, on parle Cécile Dejoux. Donc l'agilité d'apprentissage, c'est 3 choses. La première, c'est avoir la volonté, bien sûr, d'apprendre. Aujourd'hui, c'est un prérequis. On ne peut plus se dire qu'on ne peut plus apprendre, en fait, c'est pas possible. Donc la première chose, c'est la volonté. La deuxième chose, c'est saisir toutes les occasions d'apprentissage dans toutes les situations que vous pourriez avoir, qu'elles soient personnelles ou professionnelles ou associatives, familiales, voilà, c'est large. Donc saisir toutes ces opportunités, ça ne repose pas uniquement sur l'entreprise. Ça ne repose pas uniquement sur le manager. Je pense que la responsabilité, elle est partagée. Et la dernière chose, c'est savoir ce qu'on doit apprendre, puisqu'il y a tellement d'informations aujourd'hui. C'est quand même un énorme sujet de savoir trier. Et ça, nous, on a chacun, en fait, un rôle à jouer là-dedans. Et donc, cette agilité d'apprentissage aujourd'hui, dans ce contexte qu'on vit et dont on a parlé tout à l'heure en introduction, en fait, pour moi, elle est hyper importante. Ça fait partie des soft skills. Voilà ce que je peux en dire. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y, développez-la. Et puis, surtout... donc je me suis un petit peu éloignée de la question du recrutement, mais il me semblait important. C'est pour envoyer l'enthousiasme, et allez-y, donc c'est très bien. Voilà, ça me semble être terriblement important en fait pour tout le monde aujourd'hui de la développer et puis surtout d'être ouvert à identifier ces soft skills et à les faire savoir. Merci beaucoup Christine. Et moi j'ai aussi envie de vous dire, allez-y, est-ce que vous avez des questions à poser à nos différents intervenants ? Oui, bonjour. Donc, Laurence, vous avez commencé à énumérer en fait les soft skills finalement lors de cette table ronde. J'ai entendu aussi d'un côté rassurance, de l'autre côté déstabilisation. Donc il me semble que par rapport aux études qu'il va pouvoir y avoir sur ce domaine, ça serait intéressant de regarder du côté de l'énergie. C'est-à-dire, j'ai ces soft skills, mais finalement, elles me consomment de l'énergie, elles m'apportent de l'énergie, et je pense que chacun a une palette un peu différente. Et du coup, ça renvoie à des référentiels un peu anciens comme le management situationnel. Mais dans mon expérience de manager, je suis DRH également, je sais très bien qu'il y a des salariés que je vais plutôt booster, challenger et d'autres plutôt rassurer. Donc voilà, donc je pense que ça sera très intéressant de combiner ces soft skills et la façon dont elles sont mises en œuvre dans des situations réelles en lien avec l'énergie. Il n'y a pas de question spécifiquement. Moi, j'aimerais réagir. C'est pour vous faire réagir. D'accord. Ouais, juste sur un point très important que vous soulevez,
effectivement, il y a un enjeu d'un référentiel personnel sur ces soft skills. C'est-à-dire que le degré de maturité d'évolution des différents professionnels ou étudiants est complètement différent et on a une responsabilité de faire un suivi spécifique en fonction de ces étudiants. Donc mettre en place des outils ou des process ou des choses qui nous permettent d'identifier, d'améliorer, de développer et de faire en sorte que les personnes se rendent compte de leurs propres compétences est fondamental effectivement dans la manière dont on doit approcher les soft skills. Donc je suis assez d'accord. Alors moi je suis complètement d'accord avec vous. Enfin, d'ailleurs je vais le représenter en fait. Effectivement, quand aujourd'hui on peut dire qu'on est dans un certain rôle, une certaine mission, une certaine qualité, etc. On est dans un monde qui bouge en fait énormément. Et la question c'est effectivement, derrière votre point, c'est qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'avancer finalement pour aller qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'avancer? Donc, quelle est l'énergie finalement? D'où elle vient? Est-ce que effectivement j'ai envie d'aider les autres? Est-ce que j'ai envie d'accomplir des grands challenges, etc. Et en fait, toute cette notion de ok, donc concrètement, quand je suis dans un environnement qui change et que je suis amenée à aller un coup par ici, un coup par ici ou un coup par là, voire même par ici, puisque fait qu'on parlait de pivot tout à l'heure, eh bien en fait ça ne peut se faire que si on analyse cette notion de finalement qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie. Voilà. Et donc dans les soft skills, il y a cette notion de avoir envie, cette notion de qu'est-ce qui me met en mouvement. Qu'est-ce qui va faire que je vais porter mon attention plutôt sur ci ou plutôt sur ça? Et la force du travail collaboratif, moi j'aime beaucoup représenter ça. En fait, on a tous un petit peu un angle de vision. Alors, je vais vous représenter quelque chose qui est un peu moche, mais un camembert. Vous imaginez un camembert avec toutes les tranches de camembert. Et bien en fait, dans une équipe, vous pouvez avoir des tranches de camembert regroupées ensemble. Donc c'est vraiment là cette image. Mais vous imaginez bien qu'on a chacun en fait un angle de vision. Et que c'est en les mettant toutes les unes à côté des autres et en mettant finalement des points de rapprochement qu'on va pouvoir en fait finalement bénéficier des feedbacks des autres et pouvoir avancer en fait dans le sens qui est le nôtre. Et je pense que effectivement, ce sont des questions qu'on ne se pose pas forcément toujours et pourtant qui sont la clé, clairement. C'est finalement au fond de nous tous, qu'est-ce qui fait qu'on a envie finalement d'aller travailler, qu'est-ce qui va faire qu'on donne le meilleur de soi, d'où vient notre énergie en fait. Et c'est effectivement une question qui est très très importante. Je pense que les étudiants peuvent se la poser aussi. Je pense que très très rapidement dans la scolarité, il nous est demandé de nous poser cette question et au départ, je pense que les enfants ont plus de mal à l'analyser. Donc, mais en tous les cas, à tous les âges, il faut se poser cette question. Merci. Je peux y aller ? Bonjour, merci à tous pour vos partages, c'est très intéressant. J'avais une question, je voulais rebondir sur notamment la notion d'apprentissage et juste ce qui vient d'être dit. Quels sont vos conseils pour accompagner justement la transformation des entreprises? Je pense les étudiants, c'est assez facile, on peut les modeler. Les personnes qui ont plus d'ancienneté, 15, 20, 25 ans, 30 ans, comment on fait pour leur donner envie d'aller sur le développement de leurs soft skills aujourd'hui? Je pense que ça passe beaucoup par la culture d'entreprise, en tout cas, si je peux me permettre. Et puis après, ça passe par le feedback. Diane en a parlé tout à l'heure, en fait. Je pense que l'effet miroir du feedback est juste magnifique. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte, en fait, de la manière, de ce qu'on peut renvoyer aux autres, notamment lorsqu'on est dans un contexte où, effectivement, on travaille les uns avec les autres. Et c'est-à-dire, je pense que c'est le cas dans toutes les entreprises. Et le fait d'avoir la capacité à structurer un feedback, et avoir la capacité en tant que collaborateur à le recevoir, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille également, parce que tous nos managers ont été formés en fait au feedback continu dans le cadre de la gestion de la performance, et également on travaille sur la notion de la culture du feedback pour nos collaborateurs, notamment en leur donnant des clés qui passent beaucoup par la communication assertive en fait, sur toutes les clés pour pouvoir s'exprimer lorsqu'on n'est pas forcément d'accord, sans prendre les choses de manière critique quand on reçoit le feedback, et lorsqu'on le donne de manière à ne pas vexer l'autre pour qu'il puisse entendre en fait ce qu'on souhaite lui dire. Donc pour moi, le feedback est quand même très 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 important pour pouvoir les développer, en situation en tout cas. Je vais peut-être juste dire un mot sur la confiance. Je pense que ce dont on parle ici, c'est de développer, c'est comme un sport en fait. C'est vraiment de développer une nouvelle activité sportive. Donc au départ, on a un peu des courbatures, ça fait mal, on se dit oh là, je vais jamais y arriver.
Puis en fait, la pratique et le feedback, c'est ça, hein, c'est de se dire, le premier, on est complètement flippé. Au débat, les 10 premiers, on se dit, bon, c'est pas super facile. Et puis en fait, ça devient un réflexe. Et ça devient le niveau de peur, d'angoisse ou d'enjeu baisse. Et donc, on regagne de la confiance. Et pour développer cette confiance, j'en ai pas suffisamment parlé, parce que je vous ai beaucoup parlé de comment du dirigeant ou du DRH, vous pouviez gérer les compétences de l'entreprise. Donc, on est très macro. En fait, notre approche, et ce que je développe aussi beaucoup, c'est partir d'abord du collaborateur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on lui donne à lui comme moyen, comme outil pour qu'il voit les opportunités qui s'offrent à lui. Et pour développer l'apprentissage et ce dont parlait Christine, c'est vraiment ça. C'est bien sûr l'entreprise qui va mettre énormément de moyens, mais c'est surtout le point de départ et l'énergie du collaborateur qui va se dire ça m'intéresse et je vais me former là-dessus. Et donc, nous, notre rôle dans les solutions qu'on développe, c'est justement d'enrichir son écosystème, sa connaissance des métiers qui peuvent l'intéresser, des formations qui sont disponibles, lui donner du feedback régulièrement, tout ça pour que qu'il y ait des habitudes qui se développent et que, y compris quand on a plus de 45 ans et qu'on a été dans le même métier pendant des années, ça soit pas une montagne, mais que ça soit accessible. Si je peux juste ajouter quelque chose rapidement, il y a la question de l'écoute, leur donner un espace de parole et d'écoute réel. Et je ne sais pas si c'est une question de 45 ans ou de 30 ans, mais globalement, la question de l'écoute et de solliciter avec un vrai intérêt l'avis des personnes et ce qu'ils ont à dire, ça c'est la première chose. Et la seconde, c'est un peu ce que Diane dit, mais la question de créer un environnement nourrissant. Et ensuite, il y a des personnes qui s'en saisissent, il y en a d'autres qui s'en saisissent pas à ce moment-là, mais peut-être plus tard. Moi, je ne suis pas sûre qu'il faut motiver les gens, mais en revanche, leur donner des sources de motivation ou des choses qui vont permettre de les accrocher, parce que tout le monde n'est pas intéressé par les mêmes choses. Je vous donne un exemple qu'on a dans l'entreprise, mais qui existe dans plein d'autres entreprises, bien sûr, mais c'est la formation, c'est des expériences à l'international de 3 mois ou de 3 ans, ça va être du télétravail, mais je vous donne des petits exemples comme ça, mais chacun va être accroché par quelque chose de différent qui va le nourrir à un moment donné, et peut-être que 5 ans plus tard, ça sera autre chose. Mais à partir du moment où on essaie d'ouvrir les oreilles pour se dire qu'est-ce qui pourrait participer et répondre finalement aux envies, besoins de chacun, et qu'on communique dessus, il faut mieux le faire savoir, c'est mieux, à eux après de se mouvoir. Enfin, moi, on ne peut pas tout faire à la place de tout le monde, hein, et donc nous, on va plutôt travailler effectivement sur un environnement. Oui, bonjour. Claudio Mandi, je dirige les programmes de formation chez Numa. Et donc on croit fortement au rôle des soft skills, comme le montre cette journée. Et on essaie de les mettre dans tout ce qu'on fait en termes de formation, mais très souvent, en fait, c'est plutôt la manière dont on forme que le contenu même de la formation. Donc, si vous regardez ce qu'on fait, on a des thèmes assez hard, entre guillemets, sur le design thinking, le marketing, la stratégie. En fait, c'est la manière dont les personnes pratiquent ces compétences qui leur permet de développer des soft skills. Et en fait, on s'interroge de plus en plus sur la possibilité de développer des formations qui portent plus particulièrement sur le développement de soft skills. Et on a des doutes sur la reconnaissance de ça côté entreprise. Donc, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous identifiez chez vous une volonté de se former en rentrant par les soft skills, ou une volonté côté DRH de former aux soft skills, ou on continue à les prendre un peu comme des acquis, on forme au code, et bien sûr il faut aussi qu'ils soient humainement doués pour travailler en équipe, etc. Est-ce qu'on peut rentrer par les soft skills, ou ça va continuer à être plutôt une partie cachée dans des formations plutôt hard, à votre avis? Alors, c'est compliqué, c'est-à-dire qu'autant il y a des diplômes pour dire il y a la maîtrise 2, des certifications, etc. C'est plus compliqué sur les soft skills, il s'est travaillé en équipe.
Enfin, j'ai pas vu de certification là-dessus, mais c'est pour ça que la prise de référence, j'en reviens à la question, elle est, c'est peut-être ringard, mais c'est hyper efficace quand même. Et puis, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire quelques recrutements dans l'année uniquement sur ces soft skills. Alors, j'avoue que c'est plutôt des profils juniors, parce qu'on a l'impression de prendre moins de risques, et pour nous et pour la personne d'ailleurs, et pour faire des essais, et pour se dire, tiens, est-ce que ça peut être transformant positivement, et ensuite essayer de le faire de manière un peu empirique, et derrière de se dire, finalement, qu'est-ce qu'on a détecté, si ça a marché, qu'est-ce qu'on avait détecté pour essayer peut-être d'en faire une règle. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un poste classique, mais qui est très fort sur une compétence humaine, par exemple, ou c'est des recrutements soft skills? Ça va être un recrutement plutôt soft skills de personnes qu'on a rencontrées. Alors, ça peut être par de la cooptation. Ça nous arrivait pour des postes de chef de projet, par exemple. En disant, c'est quelqu'un, effectivement, qui est très bon dans la coordination dans notre groupe de copains pour nos vacances. Et ça peut être ce genre de choses. Hein. Et là, on dit où on va prendre le risque. Ça nous arrivait de le faire, mais on se réserve quelques postes chaque année pour le faire, mais derrière, il faut qu'on ait une réflexion pour comprendre ce qui a marché et pas marché, pour essayer un peu de normaliser. Alors c'est peut-être notre côté cartésien, mais le lâcher-prise complet, l'intuition, on n'y est pas encore malheureusement, mais peut-être qu'un jour. Je pense que c'est l'angle sur la partie formation serait plutôt les modes de travail dans lesquels on trouve différentes soft skills qui sont clés pour les modes de travail qui sont ceux d'aujourd'hui et de demain. Et dans les modes de travail, on a effectivement cette notion de comportement et de soft skills qui est très présente. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, David en a parlé, j'en ai parlé également. Tout le monde en a parlé. En fait, je pense que... sincèrement, quand j'ai regardé les listes qui peuvent exister sur les soft skills sur le marché, c'est un peu flippant. Aux États-Unis, j'ai trouvé une liste de 87 soft skills. C'est waouh. Là, franchement, on ne pourra jamais tout adresser. Par contre, celles qui sont les plus importantes dans le contexte dans lequel on vit, avec tous les changements technologiques et tous les pivots que cela demande pour les business models d'une part et pour les collaborateurs, adresser en fait probablement, alors ça va passer par des mises en situation parce que ça s'expérimente en fait. C'est toute la difficulté des soft skills, c'est que c'est bien beau d'en lire la définition, mais si on ne l'a pas expérimenté soi-même, en fait finalement ça ne changera pas grand-chose. C'est pour ça que aider les entreprises à développer la culture du feedback, pour moi c'est super important. Les aider à identifier les situations dans lesquelles les soft skills peuvent être développés en entreprise. Donc aller vraiment décrypter un petit peu comme tu le décrivais Camille. Moi je trouve ça super en fait de pouvoir les mettre dans ces situations-là pour qu'ils puissent effectivement être prêts derrière à pouvoir avoir ces différentes capacités à saisir les enjeux en fait de ce qui pourrait potentiellement leur arriver. Je pense que ça se joue plutôt autour de ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette table ronde, pour vos interventions inspirantes, enrichissantes. Je pense qu'on repart, on va tous repartir de cette matinée avec des envies d'essayer, d'expérimenter vos recommandations. Je pense qu'on aura probablement aussi des envies de poursuivre la discussion avec vous. Donc merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci beaucoup Isabelle pour l'animation. Quand on parle aujourd'hui de soft skills, on pense aussi on parle beaucoup de la culture start-up, de la culture de l'entrepreneuriat, et c'était une évidence pour nous qu'il fallait que le Lab RH intervienne dans le cadre de cette matinée. Donc merci beaucoup Nicolas Guy qui dirige le pôle transformation du Lab RH, qui a rejoint le Lab RH au moment de sa création et qui est lui-même enseignant en soft skills et coach d'organisation. Donc je te laisse la parole, merci. Merci Perrine. Je suis ravi d'être avec vous. Alors, enseignant soft skills, ça je ne sais pas, mais j'essaie de transmettre dans les formations qu'on a créées
des nouveaux comportements et d'aider les étudiants, à la fois dans la formation initiale et continue, à développer ces soft skills. Ce que je voudrais partager avec vous ce matin, rapidement, c'est la vision de notre écosystème. Alors, le LabRH, très rapidement, c'est un écosystème composé de 600 organisations qui s'est créé il y a 2 ans et demi, qui fédère aujourd'hui plus de 400 startups et une centaine d'entreprises, des grands comptes, des acteurs publics, des administrations. Bref, un ensemble d'acteurs qui souhaitent innover dans le champ de l'emploi, de l'employabilité, de la formation et des RH. Et je voudrais vous partager rapidement quelques expériences de ce qu'on a vécu, la manière dont on a cherché à détecter ces compétences comportementales ou ces soft skills dont on parle, et la manière dont on cherche au quotidien à les développer. Mais avant ça, j'aimerais vous revenir sur la genèse de notre projet. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a parlé pour nous, le concept des soft skills est au centre de notre projet. Et notre métier aujourd'hui, c'est d'accompagner la transformation des organisations notamment, et de la société, comme le fait Numa, comme le font un certain nombre d'entre vous. Et on est parti d'un constat simple, qui est de dire ce qui se joue, alors, avec un constat qui est un constat de physicien, qui dit pour étudier les phénomènes qui changent en fait la société, on va étudier les forces qui ont une influence sur elles, et on a identifié 4 dimensions qui impactent de manière très structurante et très profonde les transformations qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Ces 4 phénomènes, ce sont l'accès instantané et illimité à l'information. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui et demain, on aura accès à n'importe quelle information, n'importe où, instantanément. Et ce qui fait la valeur du savoir, la valeur de l'information, de la formation, ça n'est plus l'information elle-même, c'est autre chose. C'est le cadre dans lequel elle est transmise, c'est la qualité de la transmission, c'est l'environnement. Et si vous prenez par exemple Coursera, qui est la plateforme en ligne qui donne des formations, qui propose des formations, Coursera propose des cours d'Harvard en ligne. Ce qui fait la qualité de la formation d'Harvard, ça n'est pas son contenu aujourd'hui, mais c'est l'environnement dans lequel elle est transmise. Et c'est ce qui fait notamment que la monétisation de la valeur se déplace plus vers la certification ou le diplôme que sur le contenu de la formation lui-même. Ce qui change également, un phénomène qui transforme notre société en profondeur, c'est la mise en relation des individus. Alors il reste des enjeux d'usage et de diffusion, mais globalement, en fait, demain, on pourra entrer en contact avec n'importe qui, n'importe quand. Ces 2 phénomènes-là, en fait, rendent les modes de fonctionnement actuels des organisations, la symétrie d'information, en fait, obsolète par rapport à ce qui est en train de se jouer. Demain, on aura accès à ces informations et ce qui comptera avant tout, c'est la capacité à partager, à se faire comprendre, à s'entraider, plutôt que de savoir avant l'autre. Parce que ça sera un avantage, mais qui ne sera pas un avantage durable. Le 3e phénomène, c'est la suppression des tâches parasites. Et avec les 400 startups qui travaillent avec nous, aujourd'hui, ce qu'elles proposent notamment, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut supprimer des tâches ? C'est quoi des tâches parasites ? Ce sont des tâches à faible valeur ajoutée qui pourraient être automatisées, supprimées et qui permettraient de libérer du temps au RH notamment, parce que c'est avec eux qu'on travaille, mais qui a de la vraie valeur ajoutée. Vous parliez de comment est-ce qu'on accompagne les changements de posture managériaux. En fait, c'est ça le sujet. Et comment est-ce qu'on ose aujourd'hui sauter le pas pour dire on automatise ce qu'on peut automatiser, mais ça ne va pas détruire de l'emploi, ça va changer la nature du rôle des RH dans l'organisation, et de manière massive et immédiate. Et comment est-ce qu'on accompagne ça ? Puis la 4e tendance, c'est l'algorithmisation, la société. Et du coup, le fait qu'aujourd'hui, on a parlé d'Amazon un petit peu, mais c'est le fait qu'à travers notamment ces plateformes-là, on puisse nous proposer, selon des attributs qu'on nous prête, quel serait ce qui nous correspondrait. Alors ça nous permet de gagner beaucoup de temps, ça a beaucoup d'avantages, on n'a pas à faire toutes les recherches nous-mêmes, ça a des limites, le fait qu'on oublie le processus même de sélection par lequel on arrive à ce qu'on désire.
Et ça a une vraie limite actuelle qui est de dire que, en fait, tout ce qui est, toutes les informations, ça a tendance à normaliser en fait nos goûts. Et tout ce qui fait notre spécificité finalement, notre unicité, ça a tendance à être écarté par les modèles algorithmiques aujourd'hui. Et vers quoi nous tendons, en fait, c'est la réintégration de ces éléments-là pour nous dire, voilà ce qui nous plaît, mais ce qui nous plaît en tant qu'individu singulièrement, et pas de manière générale. Et ces 4 forces-là, pour nous, en fait, elles sont interconnectées d'une part, et en même temps, elles sont très structurantes dans ce qui se passe aujourd'hui dans la transformation des organisations et des sociétés. Si vous prenez le phénomène d'uberisation ou de marketplace, en fait, c'est juste la combinaison d'un service à forte valeur perçue qui met en relation une offre et une demande à un moment donné sur le marché et de manière immédiate. Ben voilà, Uber, c'est la combinaison de ces 4 facteurs, en fait. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et nous, ce que nous proposons, c'est de dire comment est-ce qu'on peut répondre à ces enjeux-là. Et alors, il y a plusieurs leviers. On peut parler d'outils, on peut parler de process, on peut parler de mode d'organisation, et on peut parler aussi et surtout de compétences. Et comment est-ce qu'on accompagne le développement de ces compétences-là au sein des organisations et avant tout au sein de notre écosystème. Alors, aujourd'hui, on travaille au sein du LabRH, il y a plus d'une 50aine de startups qui ont des innovations en matière de soft skills. Alors, on peut parler de comment les détecter. Donc, il y a YouTrust, Assess First, MonkeyTie, Nicolas est dans la salle. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, et je ne vais pas revenir là-dessus, sur le fait qu'en fait, aujourd'hui, les soft skills, c'est ce qui fait, dans une étude que YouTrust a publiée récemment, il disait, en fait, ce qui fait l'échec d'un recrutement à plus de 70%, entre 70 et 85%, c'est le manque d'ouverture d'esprit. Voilà, c'est ça, factuellement, entre guillemets, qui nous permet de mesurer taux de succès, d'échec, et en fait le coût derrière que ça va représenter. On a aussi des solutions qui permettent de développer ces soft skills. Alors, peut-être un préalable, nous, quand on parle de soft skills, on s'intéresse à 4 soft skills fondamentales qui sont la coopération, la communication, la créativité et l'esprit critique, pour critical thinking en anglais, qui sont les 4 learning skills qu'utilise l'OCDE et qui propose aujourd'hui un référentiel qui fait l'unanimité, je crois en tout cas au niveau des instances internationales et en France, au niveau des acteurs publics, et qui est utilisé et réutilisé par beaucoup de startups avec qui on travaille. Et donc, ces 4 soft skills-là, il y a un certain nombre d'outils qui permettent de les développer, de les mettre en valeur, que ce soit à travers la prise en compte de l'humeur, tout ce qui touche au mood tracking, ou de la prise en compte de la reconnaissance. Comment est-ce que, au travers d'un feedback, au travers d'approches, de techniques, de solutions, en fait, on peut valoriser le lien que les gens créent entre eux et dire que finalement, la valeur de l'entreprise, c'est aussi avant tout son capital humain. Mais en fait, ce sont des changements de comportement, on en a déjà parlé, et ce qui prévaut, en fait, en tout cas ce qui précède, c'est dire, et c'est ce qu'on essaie de faire nous, au sein de notre écosystème, comment est-ce qu'on peut travailler sur l'envie, on en parlait tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut travailler sur le sens de tout ça, pourquoi on fait tout ça, et pourquoi les soft skills c'est important. Et cet écosystème, au départ, il a été lancé par 2 concurrents, que sont MonkeyTie et MyJobCompany, qui ont dit, on a traversé les mêmes erreurs, les mêmes difficultés à des moments différents, et en fait, si on s'était alliés avant, on aurait fait d'autres choix, on aurait été plus loin, et on aurait eu plus de force. Et donc, c'est cette vision-là, en fait, qui a permis de fédérer assez vite une centaine de startups. Et on a travaillé tout de suite sur la vision partagée, en se disant, avant même les soft skills, comment est-ce qu'on peut partager cette vision du futur de la société et comment est-ce que nous, on veut s'inscrire là-dedans, quelle est notre envie, quel est notre souhait, quelle serait notre contribution si on partageait cette même vision. Et on a fait une première université d'été, ça fait 1 an qu'on existait, avec un réseau de dirigeants qui s'appelle EVH, où on a construit le sens
la vision partagée de notre organisation. On a lancé des groupes de co-développement entre dirigeants pour apprendre à communiquer de manière plus efficace, pour apprendre à coopérer de manière plus efficace, et pour apprendre à trouver sa place, en fait, et à se dire qu'on a du plaisir à travailler les uns avec les autres. Et ce principe-là, on l'a décliné, en fait, à tous les niveaux de l'organisation, de notre association. Et aujourd'hui, par exemple, le pôle transformation, c'est un collectif d'entrepreneurs et d'experts qui accompagnent des projets de transformation où ce qu'on propose aux entreprises, des acteurs publics, des grands groupes principalement, c'est de dire on vous aide dans votre transformation culturelle, digitale, organisationnelle, mais on ne peut pas vous dire concrètement là où on va arriver. Ça, on ne sait pas et on va le construire ensemble. On parle de mode trajet plutôt que de mode projet, en disant le mode trajet, c'est qu'on a une vision très forte qui prévaut, qu'on va mettre en avant, qu'on va construire ensemble, qu'on va partager. On a une vision très concrète de comment on va faire les 3 prochains pas pour survivre, puisque c'est ça aussi l'enjeu des startups, et pour avancer. Et entre les deux, en fait, aucune idée. Mais c'est ça qui va nous permettre de nous remettre en cause, de nous ouvrir, de saisir des opportunités, de pivoter au bon moment. Et je crois que l'adaptabilité, c'est une compétence, c'est une soft skills qui est clé, et c'est ça qu'on essaie, sans forcément arriver à le mesurer de manière très formelle, c'est ça qu'on essaie de transmettre aujourd'hui. Et alors, on a construit des processus, des outils au sein du pôle transformation pour mesurer, pour évaluer ces 4C en fait, qu'on cherche, nous, chez les entrepreneurs avec qui on travaille. On cherche à les développer et c'est exactement la même chose qu'on fait chez nos clients. On accompagne la création, l'animation de communautés d'intelligence collective où ce qu'on fait, en fait, c'est qu'avant de dire on veut développer telle ou telle soft skills, on dit non, on voudrait comprendre qu'est-ce que vous souhaitez faire. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, c'est-à-dire quelle est la vision que vous partagez, quel est le mode de fonctionnement que vous voulez avoir, quelles sont les règles que vous voulez vous donner, quelle est l'identité commune que vous souhaitez créer, partager, et comment est-ce que ça va permettre à vos soft skills, en fait, de s'illustrer. Et on travaille sur l'envie, plutôt que de travailler, parce que souvent, la transformation, c'est une injonction, on dit on doit se transformer, on doit développer des soft skills, mais tout ça, en fait, c'est possible uniquement si les gens ont envie de le faire. Et c'est tout l'enjeu de la transformation par les hommes. Et j'aime beaucoup une phrase de Montaigne qui dit apprendre, et l'apprentissage, et la capacité de s'adapter, et à apprendre, qui est une compétence clé, dit apprendre, ça n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Et donc c'est partir du principe qu'en fait, pour développer les soft skills, il faut que ça parte d'une vraie vision de l'organisation, mais aussi d'une capacité à connecter avec les envies de chacun et les désirs de chacun. Et c'est ça qu'on essaie de transmettre et de construire avec notre écosystème et avec nos clients aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Eh bien, c'est l'heure du café, de l'échange informel, de se donner rendez-vous au mois de juin. On se retrouve au mois de juin. Je crois que le sujet d'aujourd'hui, on peut en faire 12 séminaires. Je pense qu'on va creuser tout au long de l'année. Merci encore de vos contributions. Merci les Twittos, puisque Reinvent Work est passé 5e tendance française ce matin. C'est pas si mal, on combattait d'autres tendances. Et puis, bon café, bon network. Les invités pour l'atelier, c'est à 11h. À 11h, en bas, ou ici, au 2e étage. Merci encore à tous.